Salut! Aujourd'hui, je suis debout à l'arrière de mon atelier dans le bois, juste pour partir cette nouvelle vidéo qui va être à propos des pieds à coulisses et des échelles verniers. Avant de descendre à l'atelier, j'aimerais quand même mentionner à Herb Blair, qui vit au Texas, et à Colin de Comp Edge X, ainsi qu'à David Aaron, que la santé elle va très bien et qu'on n'a pas de besoin de s'inquiéter pour le brassage d'outils. Ma vision fonctionne parfaitement. Mais merci quand même de vous inquiéter de mon bien-être. J'aimerais également remercier Pierre Baudry et M.V. Ray pour d'excellentes questions et commentaires concernant la vidéo à propos des micromètres. Mais à cause de vos questions et de vos commentaires, je parle des échelles verniers aujourd'hui. Donc, cette petite vitre, elle est pour vous. Alors, descendons à l'atelier pour regarder des pieds à coulisses et des échelles verniers. Des pieds à coulisses, c'est vraiment des outils incroyablement polyvalents. Ils ont leurs limitations, mais une des limitations n'est pas la gamme de choses qu'ils sont capables de mesurer. Pour commencer, on a des pieds à coulisses digitaux, on a à échelle vernier. Là, je ne l'ai pas ici, mais on a également des pieds à coulisses à cadran. Donc, plusieurs sortes de pieds à coulisses, différentes façons de les lire. Mais, comme je disais, ce qui les limite, c'est pas leur versatilité. Puisqu'on peut mesurer extérieur, on peut mesurer intérieur et on peut mesurer profondeur de deux façons. Un sur le bout ici et l'autre sur le bout ici, si on veut mesurer un épaulement. Donc, un outil très versatile, mais qui a ses limitations. Et ça a plutôt à faire avec la précision. Là, ces outils de mesure sont des outils de mesure de précision. C'est juste qu'ils ne sont pas des outils de mesure d'extrême précision. Et comme j'ai expliqué dans la vidéo à propos des micromètres, ces outils-là sont longs. Ils sont légèrement flexibles et leur mouvement en est un de glissière qui doit, par définition, incorporer un certain montant de jeu ou de lousse, si on aime mieux. Ça veut dire que je ne devrais vraiment pas m'y fier en dedans d'un millième de pouce ou même une coupe de millième. Mais si on les manipule attentivement, 2, 3 millièmes, c'est très possible. Et en réalité, on peut s'y fier sans aucun problème en dedans de 5 millièmes de pouce. Donc, à quoi servent ces outils-là? C'est pour les mesures préliminaires. Lorsque je travaille sur une pièce très précise, ou pour toutes mes mesures, si la tolérance de la pièce sur laquelle je travaille n'est pas terriblement élevée. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Un outil précis, mais pas extrêmement précis. Je pense que c'est important de mentionner que pour les personnes qui commencent dans ce métier-ci, et même pour les jeunes concepteurs mécaniques, souvent, ces personnes souffrent d'un problème excessif de tolérance. Puis ça veut dire qu'ils ont tendance à mettre des tolérances beaucoup trop serrées sur tout ce qu'ils conçoivent ou sur tout ce qu'ils veulent fabriquer. Rappelez-vous que le résultat premier d'un excès de tolérance est d'augmenter le prix des pièces qu'on doit fabriquer. Puis, dans bien des cas, ça n'affecte pas du tout leur performance. En réalité, la vaste majorité des choses qu'on produit pourraient vivre très bien leur vie mécanique avec une tolérance de 3 à 5 millièmes de pouce, et même des fois 10 millièmes de pouce. Mais on veut toujours les rendre très, très précises. Puis ça, c'est problématique. Là, si on travaille dans le vrai monde avec des tolérances normales de 3 à 5 millièmes de pouce, ces outils qui sont précis, mais pas extrêmement précis, font l'affaire pour la vaste majorité des choses qu'on a à produire en atelier.
Et si j'ai à produire quelque chose d'encore plus précis, bien là, je peux tourner vers les micromètres ou les mesures comparatives. Là, il faut se rappeler que même avec des pièces très précises, bien, on va pouvoir utiliser des pieds à coulisses. Rappelez-vous, si on prend comme exemple le bloc 1, 2, 3 ou un bloc de montage, bien, le bloc doit être dégrossi premièrement, percé, trempé et finalement rectifié. Mais pour la vaste majorité des opérations, avant la finition finale, si on peut dire, de quelques millièmes de pouce, qui devra être mesurée à l'aide de micromètres, mais avant cette finition dernière-là, on peut utiliser nos pieds à coulisses pour toutes les autres opérations. Donc réellement, c'est une bête de travail cet outil-là. Bon, mais dans mon petit atelier maison, j'ai 4 différents pieds à coulisses. Alors prenons une minute pour les regarder un petit peu plus en détail. Bien, commençons par regarder les deux modèles de 150 mm qu'on a ici. Un à échelle vernier, l'autre à échelle digitale. Ces deux pieds à coulisses font sensiblement la même chose, mais chacune a son petit avantage sur l'autre. Ce pied à coulisses à échelle vernier, il est toujours prêt à partir. Il n'y a pas de batterie requise ici pour le faire fonctionner. On peut le serrer pendant 3 ans, le ressortir, puis il est encore prêt à partir. Donc ça, c'est un vrai atout pour un outil d'atelier. Et celui-là, son avantage principal, c'est qu'il peut être replacé à zéro à n'importe quelle ouverture. Et ça, si on veut effectuer des mesures comparatives dans un mode plus ou moins à partir d'une pièce de référence, c'est quelque chose qui est vraiment pratique. Puis ce que je veux dire par ça, regardons. Si je prends ces deux blocs de montage, puis je dis que ça c'est mon bloc de référence, je peux la mesurer ou placer mon pied à coulisses dessus, me mettre à zéro à cette ouverture-là, et ensuite comparer autant de blocs que je veux avec ce premier-là pour voir dans un mode plus ou moins si mes autres blocs se comparent au premier. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai atout, surtout lorsqu'on évalue beaucoup de pièces pour ce genre de petits pieds à coulisses digital. Comme j'ai dit au préalable, ces outils sont très polyvalents. Je peux mesurer les dimensions extérieures, intérieures, profondeur, de deux façons. De 0 à 150 mm en fait d'envergure. Donc c'est réellement des outils très polyvalents. Là, j'ai également ces deux modèles plus longs, un ancien, à peu près soixantaine d'années, qui a une double échelle, donc une échelle sur chaque côté, une échelle pour les mesures extérieures, une échelle pour les mesures intérieures, puisque la mesure intérieure inclut la largeur des tenons au bout ici, quand je mesure à l'intérieur, évidemment. Et ce modèle plus moderne, qui a une échelle sur une seule côté, mais qui est, puisqu'il est moderne, métrique et impériale. Et puisqu'il y a une seule échelle, lorsque je mesure les mesures intérieures ici, il va falloir que j'enlève ou j'ajoute, le montant de la largeur des tenons. Fait que dans ce cas-ci, en impérial, lorsque je prends une mesure intérieure, je vais rajouter 0,3 pouces très exactement à la lecture que j'obtiens. Mais cette échelle vernier moderne est très allongée, bien espacée, facile à lire, facile à voir comparativement avec les outils plus anciens qui ont des très petites échelles. Et honnêtement, je pense qu'il y a une soixantaine d'années, les personnes devaient avoir des yeux absolument fantastiques parce que moi, je ne suis pas capable de le voir. Et aujourd'hui, si on a ces vieux genres d'outils, il faut utiliser un monocle pour pouvoir les lire. C'est vraiment la seule façon. Dans quelques minutes, on va regarder comment lire l'échelle du pied à coulisses qu'on a ici. Pourquoi celle-là? On a métrique, on a impérial sur le même outil. Ça, c'est très pratique. Et également, c'est celui qui a l'échelle la plus lisible, dans le sens que c'est la plus grande échelle avec des lignes bien espacées. Puis ça va être facile de le montrer sur la caméra. Fait que ça, c'est très pratique. Mais avant de regarder comment lire cette échelle vernier ici,
parce que vous vous êtes peut-être aperçu qu'il y a une myriade d'échelles vernier différentes. La longueur des échelles, le nombre de lignes, ça varie d'un outil à l'autre. Puis, ça peut devenir complexe à lire, mais pas vraiment. Parce qu'une fois qu'on comprend comment fonctionne une échelle vernier, bien, on peut lire n'importe quelle échelle vernier. Puis une bonne façon d'apprendre à comprendre comment fonctionne une échelle vernier, bien, c'est de se faire sa propre échelle. Une fois qu'on sait comment fabriquer ou concevoir une échelle vernier, bien, on peut lire à peu près n'importe quelle échelle vernier qu'on va rencontrer. Fait que, allons au tableau blanc et regardons comment concevoir une échelle vernier. Bon, j'ai créé ici deux échelles, une échelle courte, une échelle longue, une échelle vernier, une échelle fixe, pareil comme qui se retrouve sur mon pied à coulisse. Donc l'échelle courte, c'est l'échelle vernier ici, et l'échelle fixe, c'est la longue échelle ici. Là, dans mon exemple, c'est pas en pouces, c'est pas en millimètres, c'est juste des unités. Et j'ai décidé que mon échelle longue ou l'échelle fixe serait divisée en 9 parties égales et que mon échelle vernier serait égale en longueur à 3 des parties. Donc je vois ici que l'échelle vernier de 0 à 1 est égale à 3 sections de l'échelle fixe. Pour qu'une échelle vernier fonctionne, j'ai réellement besoin de deux choses. Une égalité de l'échelle vernier avec l'échelle fixe à ses extrêmes. Puis pour ça, on va regarder ici ce que je veux dire, parce que je me suis mal exprimé. Mais regardez, j'ai aligné la première ligne de l'échelle vernier avec une ligne sur l'échelle fixe. Ça donne que c'est la première, mais ça pourrait être n'importe quelle. Et lorsqu'ils sont alignés, je peux voir que la dernière ligne sur l'échelle vernier s'aligne également avec une ligne sur l'échelle fixe. Donc, il y a une égalité entre les deux sur les extrêmes de l'échelle vernier. Ça, c'est bien important. La deuxième chose d'importance est qu'il y ait un nombre différent de divisions entre les deux échelles dans cette même distance. Et si on regarde ici, on peut voir que sur notre échelle fixe, on a 3 divisions dans le même espace qu'occupent 4 divisions sur l'échelle vernier. Et ça veut dire que, autrement que lorsque la première division est alignée, le 0, 0, mais il n'y aura jamais plus qu'une division alignée à la fois. Puis regardons, si je me tassais pour placer mon point 25 aligné, bien, je peux voir que le point 25 s'aligne, mais qu'aucun autre numéro ici s'aligne. Alors, regardons comment cette échelle vernier à 1/4 fonctionne. On va supposer qu'on regarde l'échelle à 1/4 pour un genre de pied à coulisse qui mesurait la profondeur et que le bout ici est ma surface de mesure, donc sur l'échelle vernier et sur mon échelle fixe. Là, en ce moment, le 0, 0 s'aligne sur mes deux échelles. Je suis donc à équité ici, je suis à 0. Par contre, si je tasse mon échelle vernier pour que le 1/4 ou le point 25 s'aligne avec n'importe quelle ligne en bas ici, mais je peux voir qu'il s'aligne avec le 1 et que j'ai 1/4 de division de mouvement. 1/4 entre le 0 et le 0. 1/4 sur mes surfaces de mesure. Si je passe à 1/2, ben je vois que j'ai 1/2. Si je passe à 0,75 ou 3/4, ben je vois que j'ai 3/4. Et ensuite, je reviens avec mes deux lignes qui s'alignent, donc mon 0 qui s'aligne avec une ligne, et j'ai une division complète, donc une division sur mes surfaces de mesure. Si j'allais au prochain point 25, bien là, je remarque que j'ai une division plus un petit peu, une division plus 0,25. Et si je regarde mes surfaces de mesure, bien, je vois que j'ai une et quart, une et 0,25, un et un quart de distance. Et c'est comme ça qu'on lit une échelle vernier. Pour lire le vernier, on n'a qu'à suivre ces deux étapes. Première étape, lire l'échelle fixe de son 0 jusqu'au 0 de l'échelle vernier, en comptant toutes les divisions entières.
pas les divisions partielles, juste les divisions entières. Ensuite, on va voir l'échelle Vernier. Et on trouve quelle ligne de l'échelle Vernier s'aligne avec n'importe quelle ligne de l'échelle fixe. Une fois qu'on a trouvé cette ligne-là sur l'échelle Vernier, on regarde la valeur de cette ligne-là et on ajoute cette valeur-là à ce que j'ai trouvé comme valeur pour l'échelle fixe. Je fais la somme des deux et j'ai ma dimension. Si on regarde l'exemple que j'ai ici et on applique notre méthode, je veux lire l'échelle fixe de son zéro jusqu'au zéro de l'échelle Vernier. Je peux voir ici que je vois 1, 2, mais pas 3 divisions complètes. Je ne vois pas une troisième division complète. Le 0 est avant le 3. Donc, je vois 1 et 2. Donc, je vais inscrire mon 2. Et ensuite, je passe à l'échelle Vernier. Et je vois ici que j'ai une ligne de 0,75 qui s'aligne avec une ligne sur l'échelle fixe. Donc, je vais ajouter à ma lecture originale de 2 une lecture de Vernier de 0,75. Donc, ceci mesure 2,75 quelque chose. Ce n'est pas des pouces, ce n'est pas des millimètres, c'est juste des unités. Fait que 2,75 unités. Donc, c'est aussi simple que ça. J'effectue la lecture de l'échelle fixe en premier, comptant toutes les divisions entières, puis ensuite je passe à l'échelle Vernier. Une fois que j'ai trouvé la ligne qui s'aligne, j'ajoute ce montant à la première lecture et j'ai ma réponse. Allons voir une échelle Vernier sur un outil et effectuons quelques lectures réelles. Commençons par effectuer une lecture impériale. Et la première chose à faire est de définir la valeur des divisions de l'échelle fixe. Cette échelle fixe est composée de divisions en pouces, en dixièmes de pouce et en 50 millièmes de pouce. Ceci implique que chaque division sur cette échelle fixe représente un incrément de 50 millièmes de pouce. Ceci veut dire que mon échelle Vernier représentera 50 millièmes de pouce, puisqu'elle est la version étirée de la plus petite division de l'échelle fixe. Et c'est pour ça que cette échelle Vernier a 50 divisions, chacun représentant 1 millième de pouce. Si je veux effectuer une lecture de cette échelle, je dois d'abord lire toutes les divisions de l'échelle fixe du zéro de l'échelle fixe jusqu'au zéro de l'échelle Vernier. Dans ce cas-ci, je peux voir que j'ai 2,2 millièmes de pouce sur l'échelle fixe. Je constate également que le zéro de l'échelle Vernier s'aligne parfaitement avec la ligne de 2,2 pouces de l'échelle fixe. Et puisque la prochaine étape pour effectuer une lecture d'échelle Vernier est d'ajouter au résultat de la première lecture de l'échelle fixe la valeur de la ligne de l'échelle Vernier qui s'aligne avec n'importe quelle ligne de l'échelle fixe, on peut voir ici qu'on a 2,2 pouces plus 0,000 pouces, tel qu'indiqué sur l'échelle Vernier. Résultat final, 2 pouces 200 millièmes. Et oui, tel qu'indiqué dans la partie 1 de la vidéo métrologie, le nombre de décimales est important puisqu'il indique la précision à laquelle la mesure a été prise. Si j'avais utilisé un micromètre à échelle Vernier, j'aurais indiqué avec 4 décimales. Et si j'avais utilisé une règle d'acier, je m'en serais tenu à 2 décimales. Faisons un autre exemple. Et comme on a dit dans le premier, il faut commencer par lire l'échelle fixe de son zéro jusqu'au zéro de l'échelle Vernier. Et dans cet exemple, on peut voir 3 pouces complets. On peut également voir 3,6 pouces complets et ultimement, on voit 3,65 pouces sur l'échelle fixe de ce pied à coulisse. Alors notons ça avant de passer à l'étape 2. Maintenant, on veut trouver la ligne de l'échelle Vernier qui s'aligne le mieux avec n'importe quelle ligne de l'échelle fixe. Je vais définir la valeur de cette ligne-là sur l'échelle Vernier et je vais ajouter ce montant
au résultat que j'ai obtenu lors de la lecture de l'échelle fixe. Je constate ici que la 17e ligne de l'échelle Vernier s'aligne la mieux avec une des lignes de l'échelle fixe. J'ajouterai donc 17 millièmes de pouce au résultat de la lecture de l'échelle fixe. Et ça me donnera 3,65 pouces plus 17 millièmes de pouce. Si je fais la somme de ces deux, j'obtiens la réponse de 3,667, 3 pouces 667 millièmes. Maintenant, regardons un exemple métrique. Si je regarde l'échelle métrique de ce Piaculus, je constate que du 0 jusqu'au 0, j'obtiens 64 divisions. Chaque division sur l'échelle fixe métrique vaut 1 mm. Je peux donc dire que sur l'échelle fixe, je peux lire ici 64 mm. Mais je constate également que le 0 de l'échelle Vernier n'est pas sur la 64e ligne, mais bien un peu passé la 64e ligne. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille voir l'échelle Vernier et ajouter à cette première lecture la valeur de la lecture de l'échelle Vernier. Je peux voir ici que le point 3 de l'échelle Vernier s'aligne avec une ligne de l'échelle fixe. Et ça veut dire que je vais ajouter 0,3 mm au résultat initial de ma lecture qui était 64 mm. Et la somme me donne 64,3 mm. Et encore une fois, le nombre de décimales est important. Puisqu'on a effectué ici une mesure pas mal précise, on va l'indiquer en utilisant 2 décimales en métrique. Rappelez-vous que c'était 3 pour l'impérial. Il est également important de se rappeler que la plus petite division sur la plupart des échelles Vernier métriques représente 2 centièmes de millimètre. Dans notre dernier exemple, c'était la ligne 0.3 de l'échelle Vernier qui s'alignait. Par contre, imaginons que ce serait la ligne suivante. Ça nous aurait donné 0.32 mm et pas 0.31. Faut faire attention. Bon, on a pour nos mesures intérieures différentes approches. Puis dans ce modèle de base de 6 pouces, on a des points de contact décalés pour les mesures internes. Et ça veut dire que le zéro de contact pour mes mesures extérieures et intérieures est le même, et je n'ai donc qu'un seul zéro au point de départ pour mes échelles Vernier. J'ai également ce type de Piaculus qui utilise des points de contact larges et non décalés pour les mesures intérieures. Ça, c'est problématique parce qu'il faut tenir en compte la largeur des points de contact lorsque j'effectue les mesures intérieures. L'échelle ici est à 0 lorsque les points de contact pour les mesures extérieures sont en contact, mais j'ai quand même pas un problème avec cet outil-ci. Parce que si je le tourne de bord, je peux voir que j'ai une deuxième échelle qui incorpore déjà 0.3 pouces pour compenser pour la largeur des points de contact. Donc ça, c'est un autre style qu'on peut utiliser pour les mesures intérieures. Et finalement, il y a ce qu'on a utilisé pour effectuer nos exemples de lecture, cette échelle Vernier-ci, qui a une échelle métrique et impériale sur le même, mais qui n'a pas d'échelle à l'arrière. Dans ces cas-ci, puisqu'on a définitivement une largeur de point de contact, mais il faut ajouter 0.3 pouces ou 7,62 mm sur nos mesures lorsqu'on effectue des mesures intérieures. Il faut garder ça en tête. On se rappelle également que ces outils ont des glissières. Ils sont longs et flexibles. Là, si ça glisse, c'est qu'il y a du lousse. Et quand on effectue une mesure, surtout lorsqu'elle doit être précise, c'est bon d'ajuster pour avoir le moins de jeu possible dans les glissières. Là, si vous ne pouvez pas les ajuster, vous avez certainement une barrure. Et il y a moyen de serrer très légèrement la barrure pour pouvoir avoir un petit peu plus de friction dans notre mesure. Et ça va nous aider à contrôler la mesure de façon plus précise. Là, également, les points de contact, surtout pour les mesures extérieures, sont assez longues. Et lorsque ce n'est pas requis, évitez d'utiliser les bouts comme point de mesure.
c'est loin du corps de l'outil, puis ça augmente la flexibilité. Essayez d'utiliser les talons le plus possible, le plus proche de l'échelle que possible. Et essayez d'avoir un bon contact entre les deux, puisque cet outil doit être perpendiculaire aux surfaces que vous mesurez dans les deux plans. Et ça, c'est important pour la précision. Là, il faut se rappeler que lire des échelles vernier, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que de lire les pieds à coulisses digitales. Mais il faut dire que je suis d'accord aussi, là, ces petites choses-là, c'est des vraies merveilles. C'est facile à régler, facile à ajuster. C'est très facile à utiliser. Mais en autant qu'on se restreint aux 6 pouces ou des fois aux 8 pouces, mais ça peut aller. Mais pour des pieds à coulisses de 12 pouces, 18 pouces ou même 24 pouces, ils sont plutôt rares et ça devient excessivement dispendieux. Tandis que des pieds à coulisses seconde main, comme dans cet exemple-ci, 12 pouces, on peut en trouver seconde main très peu dispendieux, mais pas des digitaux. Puis si on peut en trouver peu dispendieux, bien, tant mieux, en autant qu'on soit à l'aise avec la lecture d'échelle vernier. Ça, c'est une bonne raison d'apprendre à les lire. Là, deuxième chose qu'il faut dire pour justifier l'effort d'apprendre, c'est ces outils-ci. Des Trusquin en vernier. On peut en avoir des digitaux, mais ils sont très dispendieux également. Et ça encore, c'est un outil qu'on peut trouver seconde main, relativement peu dispendieux, en autant qu'on soit à l'aise avec la lecture des échelles vernier. Bon, ceci dit, rappelez-vous, ces outils sont précis, mais pas extrêmement précis. Donc, c'est quelque chose à utiliser, mais pas lorsqu'on doit mesurer en dedans de quelques centièmes de millimètre avec assurance. Dans ces cas-là, il faut vraiment aller vers les micromètres. Par contre, pour la plupart des travaux courants et même pour dégrossir des pièces de haute précision, ces outils-là, c'est des vraies petites merveilles. Donc, amusez-vous, soyez prudents et bon usinage.